beaucoup de votre présence aux uns et aux autres. Donc on va commencer cette audition et Madame Box doit nous rejoindre, mais on peut d'ores et déjà débuter l'audition. Donc c'est aujourd'hui, même ce matin, que nous achevons l'ensemble des auditions que nous avons menées depuis la mi-décembre, lorsque la mission d'information a commencé à démarrer à la demande du président Larcher, cette mission d'information sur la crise du logement que nous conduisons à 3 voix. Amel Gacquerre, donc, qui est sénatrice centriste du Pas-de-Calais, Viviane Artigalas, qui est sénatrice socialiste des Hautes-Pyrénées, et moi-même, sénatrice Les Républicains des Alpes-Maritimes. Donc nous présenterons notre rapport sur cette mission d'information le 30 avril prochain dans le cadre de la Commission des affaires économiques. Notre volonté est de proposer des propositions qui soient à la fois concrètes, certaines qui seront des propositions beaucoup plus conjoncturelles, immédiates, puis aussi un certain nombre de propositions structurelles, voire un petit peu disruptives. En tout cas, nous espérons aussi être force de proposition et d'imagination, peut-être, voire d'innovation sur un certain nombre de sujets. Bien évidemment, nous allons attendre ensuite, et ça viendra très rapidement, le projet de loi logement, puisque c'est le Sénat qui sera saisi en première lecture, et donc on a eu le calendrier qui s'est affiné. Le texte devrait arriver en séance dans la semaine du 17 juin. Donc, ce qui veut dire que 15 jours avant, le rapport sera présenté par là ou les rapporteurs, le ou les rapporteurs, dans la commission des affaires économiques. Et puis, la séance donc débutera donc la semaine du 17 juin. Ça, c'est aujourd'hui arrêté dans le cadre de l'ordre du jour. Donc, il y a aussi pratiquement concomitamment un certain nombre d'autres véhicules législatifs qui ont trait à la question du logement, puisque actuellement nous avons été saisis de la proposition de loi sur les meublés touristiques, les locations saisonnières, qui, elle, sera, le rapport de notre rapporteur, qui est Sylviane Noël, sera présenté, je crois que c'est la semaine du 7 mai, et ensuite, la séance interviendra dans la semaine du 22 mai sur ce véhicule législatif. Et puis, tout récemment, en tout cas, ça va être acté demain en conférence des présidents, arrive dans le même temps la proposition de loi qui a également été votée à l'Assemblée nationale sur la transformation des bureaux en logements. Et cette proposition de loi devrait être également examinée la même semaine que celle sur les meublés de tourisme. Donc voilà, il y a de quoi parler de logement pendant un certain nombre de jours et de semaines dans les semaines à venir. Donc aujourd'hui, nous abordons un sujet ô combien important quand on parle de logement, qui est le sujet des stratégies foncières à mettre en place. Et donc nous sommes très heureuses d'accueillir pour en parler 3 acteurs que je remercie de leur présence. Donc Monsieur Philippe Alpi, qui est président de l'Association des établissements publics locaux et qui va être accompagné par Madame Charlotte Box, Monsieur Renaud Père, que nous avons en visio et que nous avons déjà auditionné dans le cadre d'une autre audition avec l'ensemble des élus locaux que nous avions voulu bien évidemment entendre sur ce sujet, qui est président là avec votre casquette peut-être plus particulièrement de Foncier Solidaire France, mais vous êtes également vice-président Habitat, Logement et Politique de la Ville de la métropole de Lyon. Et puis Madame Brigitte Bariol-Maté, qui est donc déléguée générale de la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Donc jusqu'à récemment, assez peu de villes avaient mis en place une véritable stratégie foncière. Cette idée renvoyait plutôt aux grands projets d'aménagement de l'État dans les 30 glorieuses, avec la création des villes nouvelles ou la reconfiguration des centres-villes anciens. Mais il y a eu au fur et à mesure une prise de conscience et, je le crois, un tournant avec l'adoption de l'objectif zéro artificialisation nette, le ZAN. Le foncier, qui est la matière première du logement, est devenu aujourd'hui, enfin dans certains territoires ça fait un petit moment qu'il est devenu une denrée rare, une denrée chère, qu'on ne peut plus ignorer dans le contexte actuel de la crise du logement. Je voudrais donc que chacun d'entre vous, vous puissiez nous dire quelle est votre vision, quels outils vous utilisez et de quels outils vous auriez besoin à l'avenir
pour faciliter la construction de logements abordables. Sans être exhaustive, nous serions intéressés à connaître vos positions sur un certain nombre de propositions que nous avons entendues au cours de nos auditions, que l'on peut lire dans la presse, qui reviennent régulièrement au sujet du contrôle public partiel et ou temporaire du foncier à travers la création d'un droit de préemption urbain anti-spéculation et donc sans nécessairement de projet qui soit déjà défini. Ou bien l'élargissement des outils que sont les OFS et le BRS vers l'activité économique, mais également vers le logement intermédiaire, voire vers le logement libre. Je pense également aux mesures antispéculatives, comme l'interdiction de la vente aux enchères des fonciers publics ou ces fameuses chartes promoteurs dont on a beaucoup parlé, dont des territoires se sont saisis, mais qui sont toujours fragilisés, et en particulier par des décisions de justice. Enfin, sont également évoquées des mesures contre la rétention foncière. On évoque un changement d'imposition des plus-values, mais aussi une taxation de la détention. À cet égard, les maires sont particulièrement confrontés, je dirais de plus en plus, aussi à la question des biens en déshérence, qui ne sont plus habitables et donc non soumis à la taxe sur les logements vacants quand celle-ci est applicable. Est-ce que pour vous, une taxe foncière majorée ne serait pas une solution pour pouvoir dénouer des situations qui sont bloquées et qui sont bloquées pour plusieurs années? Voilà, je vous laisse la parole pour essayer d'ores et déjà de répondre à un certain nombre de ces questions et puis bien sûr nous exposer aujourd'hui comment vous voyez les choses d'une façon beaucoup plus générale puisque vous avez cette expertise dans le domaine de la stratégie foncière et de la mobilisation du foncier. Je précise que notre audition fait l'objet d'une retransmission en vidéo en direct et à la demande sur le site internet et les réseaux sociaux du Sénat. Voilà, je vous laisse la parole. Je ne sais pas qui veut débuter, peut-être Madame, on va commencer par vous, si vous le voulez bien. Merci. Merci beaucoup, mesdames les sénatrices, de nous auditionner pour votre mission. Peut-être un petit rappel bref sur les agences d'urbanisme qui sont des outils mutualisés d'ingénierie dont les missions sont définies par la loi et qui rassemblent des collectivités territoriales de plusieurs niveaux et des acteurs de l'aménagement dans les territoires. Elles sont au nombre d'une cinquantaine. Elles sont pilotées par des élus locaux sous forme d'associations et elles ont des équipes pluridisciplinaires et l'un de leurs cœurs de métier est d'accompagner les acteurs dans les politiques de l'habitat et aussi les politiques de réflexion sur le foncier. Notre propos s'articule autour d'un certain nombre de points. Sur certains points, notamment la fiscalité, nous sommes peut-être moins armés pour répondre à vos questions. Mais disons que le principe qu'on défend à la Fédération des agences d'urbanisme depuis longtemps est d'avoir des politiques foncières d'anticipation qui soient basées sur la connaissance, conduite sur le long terme avec des outils de régulation et une approche contractuelle qui puisse transformer les modèles économiques, notamment pour permettre de conjuguer un exercice qui est un peu difficile de sobriété foncière, notamment à travers la loi ZAN, et de la production de logements abordables. Une étape un peu socle nous paraît être l'observation, la connaissance pour guider les politiques publiques. Et là, c'est une mission particulière des agences d'urbanisme puisque le suivi des évolutions urbaines, l'observation territoriale et aussi la contribution aux observatoires de l'habitat et du foncier font partie des missions des agences inscrites dans la loi et elles développent un certain nombre d'outils d'observation de l'habitat, du foncier. Un certain nombre d'entre elles aussi portent des observatoires locaux des loyers. Les autres observatoires locaux des loyers sont plutôt portés par les ADIL. Et donc, ça nous semble important de soutenir ces politiques de connaissances qui ont besoin de moyens, d'accès aux données pour guider les politiques.
Deuxième axe, l'objectif de décentralisation. Vous avez mentionné les projets de loi sur la décentralisation des compétences à des EAOH qui puissent être robustes et qui puissent avoir une approche contractuelle à la fois des politiques d'habitat, des stratégies foncières et aussi de transition écologique, parce qu'il y a une dimension très intégrée, par exemple, pour la transformation, la mise aux normes du patrimoine de logements existants. La FNO, je vous transmettrai les documents que j'ai oubliés à l'entrée, vient de publier une étude, une contribution sur les enjeux de massification, justement, de transformation de ce parc et le risque de sortie d'une partie des logements de ce parc, en plaidant pour une action publique plus intégrée, par exemple. Troisième point, construire une chaîne d'ingénierie pour identifier les gisements fonciers, ce qu'on appelle le foncier caché. Et là, il y a un travail notamment à conduire avec les EPF et il y a déjà beaucoup de coopération entre collectivités, agences d'urbanisme et EPF pour travailler sur l'identification de ces gisements fonciers. Et on découvre souvent qu'il y a plus de ressources qu'on ne l'imagine à travers les friches, des dents creuses, des possibilités de surélévation, de l'immobilier vacant qui peut être, vous avez mentionné la transformation des bureaux également. Donc là aussi, c'est tout un enjeu d'ingénierie qui est à mettre en œuvre, de l'amont, de la connaissance à l'aval, l'action opérationnelle. Et donc, ça nous semble important de soutenir tout ce qui est étude de connaissance de ces ressources foncières et aussi d'aider les plus petites collectivités qui n'en ont pas les besoins, peut-être par un programme national, à cette connaissance. Les documents de planification sont quand même un socle pour mettre en œuvre les politiques foncières, donc avec la loi climat et résilience et la mise en œuvre du ZAN. Et donc les agences d'urbanisme sont très mobilisées dans ce cycle de révision qui va pouvoir permettre de donner le cadre des stratégies foncières. Alors avec des enjeux quand même complexes, notamment sur la concurrence entre les vocations des espaces et entre territoires potentiellement. Donc on plaide beaucoup pour la mutualisation à une échelle plus large des droits à construire, notamment par rapport au 1 hectare qui a été récemment introduit. Et donc qu'il puisse y avoir une réflexion portée à une échelle intercommunale assez large, y compris peut-être en laissant des droits non territorialisés dans un premier temps à affecter dans le dialogue territorial en fonction des besoins. Vous avez pointé aussi la question de la dissociation foncière et immobilière et accompagner le développement des OFS, BRS. Alors, dès le début de la création de ces outils, il y a 5 ou 6 ans, la FNO s'y est intéressée, a publié. Et là, nous avons aussi fait une étude avec un certain nombre de témoignages d'acteurs, dont l'association pour montrer tout le potentiel de ces outils dont on est très convaincu, même si c'est sans doute pas un outil qui répond à toutes tous les enjeux, mais qui est très plastique pour permettre de garder une maîtrise publique du foncier, des clauses antispéculatives dans le temps et de permettre une véritable accession sociale avec quand même des freins à lever, aussi bien de la part des ménages potentiellement acquérants, puisqu'on n'est pas dans une culture très diffusée de cet outil, et également aussi de toute la chaîne de production. Nous nous sommes rendus compte que ces outils, hormis dans les collectivités très armées, comme peut l'être par exemple Lyon, restent encore méconnus, sont assez complexes d'utilisation, là aussi nécessitent une ingénierie ad hoc. Donc il y a sans doute un travail d'accompagnement pour diffuser leur développement. Et donc je vous diffuserai aussi le travail que nous avons conduit récemment dessus.
Autre point peut-être auquel nous sommes très attentifs dans les agences d'urbanisme, c'est que nous sommes convaincus qu'une grande partie des gisements fonciers se situe dans les territoires périurbains et qu'il y a une nécessité d'accompagner la mutation de ces territoires périurbains par une véritable action publique, qu'une densification intelligente de ces territoires ne se fera pas de manière vraiment spontanée, parce qu'il y a un émiettement des acteurs, des propriétaires. Il y a aussi beaucoup de petites collectivités. Donc, la transformation du périurbain, si on veut une densification qui soit vraiment un aménagement du territoire, nécessite une action publique spécifique, des métiers, là aussi une chaîne de l'ingénierie, et c'est un travail sur lequel nous nous engageons aussi. Alors, concernant un certain nombre de points que vous avez soulevés, les chartes promoteurs, ce que l'on retient de la remontée des agences, c'est que effectivement, ils sont souvent fragilisés dans leur statut, leur opposabilité. Nous plaiderions plutôt pour intégrer, enrichir des outils existants type PPA, le projet partenarial d'aménagement, qui reste encore complexe, plutôt destiné aux grands projets méconnus, plutôt que de créer de nouveaux outils. Mais on sent bien ce besoin d'outils qui inscrivent un peu dans de manière contractuelle les enjeux et les questions foncière, le levier fiscal qui aussi a mobilisé pour encourager renouvellement urbain et préservation des espaces naturels aussi. Et on pense qu'il y a vraiment des pistes à creuser sur la modulation et de la taxe d'aménagement, des droits de mutation, de la taxe foncière, etc. Et par l'alourdissement également de la taxation des logements de location saisonnière. Et pourquoi pas engager un travail sur l'encadrement du foncier, sans doute là plutôt sous une forme d'expérimentation, mais ça nous semble une piste à creuser. Peut-être en conclusion aussi souligner que cette crise du logement, elle est française mais aussi européenne, qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont portées à l'échelle européenne pour pouvoir notamment mobiliser du financement, des outils communs dans le cadre européen, et que c'est sans doute une piste à poursuivre. Merci. Merci beaucoup, Madame. Monsieur le Président Alpi, puis ensuite on passera à Monsieur le Président Père, ok? Mesdames les sénatrices, merci de nous auditionner. C'est vrai que nous étions avec le sénateur Jean-François Longeot, même s'il est de ma région, c'était jeudi, en échange sur les problématiques spécifiques des EPFL et le développement des EPFL sur le territoire français. Mais on peut partager le même souci, parce que c'est vrai que l'agriculteur de métier, le maire d'une commune de 2000 habitants en zone transfrontalière par rapport à la Suisse, vice-président du département du Doubs et en charge d'un EPFL à l'échelle de 8 départements, ce qui est peu commun, puisque l'État français, dans une grande diligence, préserve des EPF d'État, je le dis, j'ai pas la langue de bois, et c'est un combat qu'on conduit depuis très longtemps. Il serait au moment de la simplification des normes et des mesures, peut-être qu'on bouscule un peu le ministère sur ce champ-là. J'ai échangé avec Christophe Béchu, j'ai échangé avec plusieurs ministres sur cette question. C'est vraiment impossible de faire bouger les lignes. On l'a échangé avec Jean-François Longeot, mais je veux que vous l'entendiez aussi, parce que c'est quelque chose qui ne sert pas le territoire. Parce que là où il y a une volonté politique des élus locaux, je vais vous en citer très concrètement, le maire de Luxeuil-les-Bains, par exemple, chez moi, c'est une ancienne station thermale, pour ne la citer, face à un immobilier qui vieillit mal,
qui aurait besoin d'une restructuration majeure, il faut qu'il ait dans sa caisse à outils un EPF, l'EPF, pour lever la capacité de la collectivité à régénérer ce bâti construit, qualitatif, qui mérite véritablement un retoilettage et mobiliser du privé autour de lui pour aller de l'avant. Eh bien, il est face à une situation bloquée. Cette commune ne peut pas accéder à un EPF, tout simplement parce que la loi a supprimé la possibilité à une ville ou un village, on va qualifier comme vous voulez, ville ou village, peu importe, isolé, d'adhérer à un EPF si sa volonté politique est d'adhérer. Alors, par exemple, Auxonne avait la possibilité jusqu'en 2018 de le faire, et d'un trait de plume dans la loi. Alors ne me demandez pas quelle loi, parce que j'ai oublié ce matin, mais d'un trait de plume, c'est passé. Et aujourd'hui, nous, on milite pour que toutes les petites villes de demain, c'est assez effarant, que l'État mette autant d'argent d'ingénierie. On parlait d'ingénierie et je vous rejoins totalement. Je crois qu'on est d'accord sur le constat. Il y a des superbes outils à disposition de ceux qui ont la volonté politique de s'inscrire dans une démarche volontaire pour faire du logement, à condition qu'on permette de développer, déployer ces outils de façon équitable sur l'ensemble du territoire. D'abord, une question d'équité. C'est pas normal que l'État ait ce regard très privilégié, EPF d'État parce que c'est son périmètre. Et il n'y a pas à opposer EPF d'État et EPF local, surtout pas. Dans mon propos, c'est pas cela du tout. Je pense que c'est des superbes outils mis à disposition des territoires qui permettent, avec le cortège de structures, de PL, tout je dirais les opérateurs d'habitat social, mais aussi les promoteurs privés, de construire de beaux projets et en agilité potentielle. Je dis en agilité potentielle parce qu'on est capable de mobiliser du foncier là où il y a une volonté politique avec des entreprises pour faire du logement temporaire très qualitatif. J'ai un exemple en frontière suisse, des entreprises qui sont confrontées à des difficultés pour fixer des ingénieurs, des apprentis, du personnel. On a mis en place des tiny house avec le bailleur social qui est bien sûr mobilisé Action Logement, mobilisé une SAC qu'on a constituée avec Neolia et Habitat 25. Et franchement, on voit que les entreprises n'en peuvent plus d'être bloquées dans leur recrutement parce qu'on ne peut pas avoir accès au logement. Et en même temps, ils ont des surfaces qui sont en friche sur leur périmètre foncier d'entreprise. Il y a des délaissés conséquents qui peuvent permettre l'émergence d'un habitat très qualitatif pour leur personnel, apprentis entre autres, c'est pas anodin les apprentis, et puis peut-être les mutualiser avec d'autres entreprises sur le territoire. Mais ça nécessite le concours de l'ingénierie portée par nous-mêmes, des pollutions, proto-aménagement, etc. Et bien sûr, la volonté politique locale de faciliter les choses par les élus. Encore faut-il, et c'est le premier élément, plaider pour qu'il y ait une possibilité d'un déploiement des EPFL beaucoup plus facile sur les territoires, parce que c'est ce qu'on constate. Ça, je crois qu'on le voit, il y a des outils qui s'épuisent, les SPL, les EPL s'épuisent parce que l'argent est cher. Donc quand il faut mobiliser du foncier, les intérêts sont chers et on ne peut pas porter trop de projets, on en voit les limites, on est tous des élus locaux, on sait très bien à la limite de l'exercice. En mobilisant la TSE, et j'y viens, attention, la TSE est convoitée. Je ne voudrais pas que par un coup de baguette magique, la TSE soit supprimée pour aller vers d'autres types de... pas supprimée, mais captée pour aller alimenter, par exemple, le fonds vert ou le fonds friche qui s'essouffle. Vous voyez ce qu'on peut faire. Je peux vous assurer que les EPFL mobilisent, ne thésaurisent pas, mobilisent la TSE qu'ils prélèvent de façon pragmatique sur les collectivités et sur les habitants. Mais attention, soyons vigilants sur la TSE et la finalité de la TSE. Moi, je parle pour les EPF, que je connais très bien. C'est déjà un vrai problème pour les élus locaux d'ajouter un impôt supplémentaire, parce que souvent, parce qu'il y a aussi un syndrome du bourg-centre,
les EPCI ne veulent pas ce que le bourg-centre veut, les communes autour ne veulent pas, et surtout ne veulent pas qu'on prélève d'impôts supplémentaires alors que c'est indolore, c'est de l'ordre de 4 à 6 euros par foyer fiscal aujourd'hui, c'est la réalité qu'on constate nous, et avec cela on peut renverser des montagnes pour servir la cause du logement, entre autres, sur du construit déjà, parce que là aussi on est spécialiste de la mobilisation de la friche, des fonds, du foncier qui est souvent bloqué. Et puisque vous l'avez déjà évoqué, je ne vais pas reprendre vos propos, mais effectivement, il faut qu'on soit peut-être beaucoup plus agile. La rente foncière, c'est vraiment un poison. C'est un poison. Et je pense que là, il faut faire preuve d'innovation pour mobiliser ce foncier qui est gelé par des artifices. Hein. Je pense que une taxe foncière très incitative sur ces fonciers non utilisés au cœur de nos villes, au cœur de nos villages, je pense que ça amènerait certainement les propriétaires à se poser la question de la finalité à apporter et de la mobilisation de ce foncier qui perturbe souvent en plus je dirais, les champs urbanistiques de nos communes et de nos villes. Donc c'est vraiment aussi un axe qu'il faut privilégier. J'ai évoqué les EPF et leur déploiement, la TSE. On l'a, on sait ce qu'on peut faire, mais on entend des petites musiques qui nous font dire « soyons vigilants », parce qu'on ne veut pas aller prendre le risque politique de prélever une taxe. Et puis, comme sur les agences de l'eau, que quand ça, voilà, les temps durs qui nous attendent pourraient amener certains penseurs à Bercy à venir nous faire les poches, je vous le dis, eh bien, soyez vigilantes. Je compte sur vous pour être sur cet axe-là vigilant, parce que la TSE est un impôt, une taxe qui permet de l'agilité au service véritablement de l'aménagement du territoire par des élus qui ont vraiment une prise de conscience. Je crois que vous l'avez dit dans votre propos liminaire, il y a un manque de prise de conscience sur la politique du logement. Tout le monde en parle, mais quand on va dans la proximité, permettez-moi l'expression, c'est tellement casse-gueule. On n'a pas envie de se mettre à mal avec tous les promoteurs. On n'a pas envie de se mettre à mal, je le vois aujourd'hui, avec les agences immobilières qui sont spéculatives par essence. Et on voit beaucoup d'élus qui sont très frileux quand on leur dit « mais attendez, il faut avoir une volonté politique d'y aller dans vos EPCI. Vous avez une responsabilité. Vous constatez que les seniors peuvent plus se loger, que les jeunes peuvent plus se loger. Et il faut véritablement que ce soit vous qui portiez une quote-part avec les savoir-faire du privé, parce que les promoteurs, on en a besoin. Et je crois que là aussi, il faut réinventer un monde avec public-privé pour comment dire, construire demain. On voit bien l'obsolescence des financements du logement social. Je suis moi-même administrateur dans le logement social dans mon département et au niveau régional de la SAC. Donc, j'observe, et on le dit, l'obsolescence des montage financier fait qu'il faut absolument qu'on travaille autrement et qu'on mobilise autrement les financements. Je ne vais pas être trop long parce que je pense que ça permet aussi un débat, mais le droit de propriété, je pense qu'il faut qu'on le revisite. Ça, c'est un vrai sujet. On développe des OFS en zone tendue. C'est en Haute-Savoie, chez nous, Pays Basque et autres, et puis d'autres villes s'y emploient. Mais on voit bien que la société n'est pas prête psychologiquement à basculer. Je n'ai plus accès au foncier, mais j'ai accès à une boîte qu'on m'autorise à acheter dans une nouvelle construction. Donc il y a un transfert de la notion de propriété. Là aussi, je pense que le monde de demain ne peut pas s'imaginer comme on a constitué aujourd'hui notre patrimoine. Et je pense qu'effectivement, on est à la bascule
Et je pense que le législateur doit fluidifier ce système-là et encourager la pensée pour aller vers un droit à la propriété autre. C'est pas anodin, mais ça veut dire dans une perspective moderne où il y a raréfaction du foncier et où on doit être sobre, on s'y emploie. Je crois qu'il y a un travail aussi de fond et qui nécessite que notre société se prépare à une autre approche de l'accès au logement sous une autre forme du droit à la propriété. Voilà, ça c'est des points. Alors vous avez évoqué la rente foncière, on l'a évoqué. C'est vrai que l'impact de la spéculation foncière, on la prend de face, parce que lorsqu'on travaille en zone tendue, vous imaginez bien, et j'ai peut-être dû dire du mal de certains juges, mais vous savez très bien qu'à chaque fois qu'on joue, on perd, parce qu'on a toujours une guerre de retard, et c'est là que le législateur devrait être vigilant. Je ne vais pas entrer dans les détails ce matin, mais on voit bien qu'on n'est pas armé. La cause publique qu'on porte n'est pas suffisamment forte pour faire face à ceux et celles qui ont la volonté de spéculer en face. Et ce qui fait que lorsqu'on porte la volonté politique de plaider pour un logement abordable, on joue perdant à chaque fois. Je le dis parce que c'est le constat amer que l'on fait. Ça veut dire qu'il faut véritablement qu'on travaille sur ce champ-là, parce que c'est vrai qu'on peut mobiliser tous les avocats qu'on veut, faire des plaidoyers des plus brillants soient-ils. On le voit, l'expérience est amère en la matière. Je ne voudrais pas être négatif, mais je dis que j'espère toujours que le législateur trouvera sur ce champ-là la capacité à vraiment, si le logement est une cause majeure, je pense qu'il y a un moment, on doit passer, la spéculation doit être chassée sur le volet accès foncier et logement. Je pense que c'est une volonté. On sait faire sur la politique de l'eau, puisque je suis aussi impliqué sur la politique de l'eau, faire des choses assez intéressantes pour permettre l'accès à l'eau de façon, je ne vais pas dire sociale, mais avoir une tarification adaptée. Je crois que sur le foncier et le logement, il y a nécessité d'un véritable plan Marshall de la pensée et des moyens mobilisés sur cet axe-là. Je crois que voilà, c'est ce que nous, EPFL, on porte. Sachez que voilà, notre volonté de déployer des EPFL de façon agile sur l'ensemble des territoires pour servir l'ensemble des collectivités, il n'y a pas à opposer petit village à petite ville, c'est pas ça l'objet. Nous, c'est véritablement être au service de l'ensemble des territoires. En plus, on voit, je veux dire du bien pour une fois, des serviteurs de l'État. On voit que l'ensemble des serviteurs de l'État, DREAL, DDT, sont vraiment conscients que l'outil qui manque sur les territoires, ce sont des EPFL. Parce que c'est le préaménagement, c'est la mobilisation du foncier, captation du foncier, et après on a plein d'opérateurs, y compris du privé, qui ont des savoir-faire pour venir construire des choses intelligentes sur ce foncier mobilisé, pour une cause qui est le logement. J'étais trop long. Mais... Pas du tout, Monsieur le Président, pas du tout. C'était très intéressant. On salue Madame Charlotte Box qui vient d'arriver. Et puis on va passer bien à Monsieur le Président Père. On vous écoute. Merci beaucoup, mesdames les sénatrices. Vous m'entendez bien? Un petit peu loin. Un tout petit peu loin. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, ça va aller. Est-ce que c'est mieux? Ça va aller. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura un temps de débat compte tenu des interventions précédentes. Par ailleurs, vous m'aviez fait déjà l'honneur de m'auditionner sur la crise du logement du point de vue d'une collectivité territoriale de la métropole de Lyon et en tant qu'autorité organisatrice de l'habitat, et j'avais eu l'occasion d'évoquer la nécessité d'avoir des fonds supplémentaires pour de la préemption pour produire du logement social, ainsi que d'évoquer la question de la régulation du foncier. Je vais y revenir en quelques mots, et je me suis permis hier de vous adresser un courrier reprenant les quelques éléments justement de la place des autorités organisatrices de l'habitat dans des solutions, pour des solutions à cette crise du logement. Mais aujourd'hui, vous avez bien voulu m'auditionner en tant que président de Foncier Solidaire France, donc je vous en remercie. Peut-être d'abord un mot sur ce réseau.
ce réseau, il est tout jeune, mais le bail réel solidaire a déjà une petite histoire, puisque son histoire remonte au moins en France, en tout cas, à la loi Allure, et donc on en fête les 10 ans. Les territoires pionniers ont été Rennes, Lille, et puis il y a eu un rôle précurseur des services, notamment de la communauté urbaine de Lyon. Et c'est donc important de rappeler que c'est autour de ces territoires, mais le Pays Basque, comme ça a été évoqué, a joué aussi un rôle majeur. Le réseau foncier solidaire France a été créé en 2021 et il rassemble l'ensemble des familles des organismes de foncier solidaire, donc les organismes de foncier solidaire des collectivités comme la métropole de Lyon par exemple et la foncière solidaire du Grand Lyon, les organismes de foncier solidaire coopératifs, les organismes de foncier solidaire liés aux EPF et bien sûr les organismes de foncier solidaire internes aux bailleurs sociaux. On est à un peu plus de 80 OFS aujourd'hui, membres adhérents de notre réseau. Aujourd'hui, je dirais que le réseau doit accompagner l'installation du bail réel solidaire, d'où mon intervention, et je dirais aussi plus largement doit œuvrer au logement abordable. Alors bien sûr qu'on a un débat que vous avez posé en introduction, qui est de se dire comment faire pour que cela profite à plus de Françaises et de Français. Je crois que c'était les propos de la Première ministre en conclusion du CNR Logement. Eh bien, il y a un vrai débat. Faut-il le sortir de la famille du logement social? Ça n'est pas notre position, je le dirais en quelques mots. Faut-il l'élargir, l'étendre à plus de territoires et encore davantage faire preuve de pédagogie pour développer cet outil? Oui, ça c'est notre position et c'est bien ça que je vais essayer de pointer devant vous. Donc il y a encore des obstacles à lever et donc c'est ce que je vais vous présenter en quelques mots. Je dirais que le bail réel solidaire est finalement le rapprochement de 3 éléments en France. D'abord et avant tout le logement social. Ensuite, la maîtrise du foncier. Et peut-être qu'on n'a pas encore exploré tous les usages possibles, d'ailleurs, du bail réel solidaire dans cette maîtrise du foncier. Puis, troisième élément, qui est un élément unique dans nos politiques publiques, c'est le temps long. Donc, d'abord le logement social. D'abord, le logement social. Dans cette crise du logement que nous traversons, je dirais que, très honnêtement, le bail réel solidaire est probablement le seul motif d'espoir. Si vous regardez depuis quelques années, c'est le seul outil qui se développe, alors pas au rythme qu'on espérait peut-être les uns les autres, mais qui se développe largement sur l'ensemble du territoire français. Attention toutefois à ce que les principes constitutifs du bail réel solidaire, du fait de ce succès, ne soient pas dévoyés. Autrement dit, l'idée d'emblée posée, en tout cas abordée par quelques-uns, de dire il faut que cela profite, que ce ne soit plus sous plafond de ressources, me semble extrêmement complexe et extrêmement dangereux. Je pense donc bien sûr au plafonnement des ressources des personnes éligibles, mais je pense aussi à cette question majeure, surtout en ces temps hasardeux sur la loi SRU. Je pense bien évidemment au décompte du nombre de BRS dans la loi SRU, dans le comptage SRU. Précisément, sur ce point, nous voulons vous alerter sur la nécessité à la fois de favoriser l'attractivité du BRS, notamment du côté des communes carencées, tout en conservant des garde-fous. Alors que le Parlement s'apprête à débattre d'une possible évolution de la loi SRU. Foncier Solidaire France, organisme donc représentatif des organismes de foncier solidaire, qui seuls peuvent mettre en place le bail réel solidaire, rappelle que dans la plupart des territoires,
le BRS s'adresse à des ménages sous plafond de ressources PLUS et éventuellement PLS. Le BRS appartient ainsi pleinement à la famille du logement social et se distingue en cela du logement locatif intermédiaire. Donc le BRS constitue une nouvelle voie d'accès à la propriété abordable, pérenne dans le temps, pérenne, et à vocation antispéculative. Donc Foncier Solidaire France réaffirme son attachement au maintien du BRS dans la définition du logement social, prise en compte dans le cadre du comptage prévu au titre de la loi SRU. Cette prise en compte ne doit toutefois pas décourager les communes qui souhaiteraient le favoriser, ne doit pas non plus venir se substituer à l'effort de production de logements locatifs sociaux. Notre proposition est donc la suivante, et nous avons besoin de cette évolution. Dès lors que la part de logements PLAI est atteinte, il ne devrait pas être possible de limiter la production de logements en bail réel solidaire ou de conditionner la production de logements en bail réel solidaire à davantage de PLAI que ceux fixés par les objectifs triennaux. C'est un élément majeur de l'évolution pour permettre le développement du bail réel solidaire. Je le vois sur mon territoire, mais tous les membres de Foncier Solidaire France le voient sur leur territoire. Nous voyons des communes qui n'attendent qu'une chose, développer le bail réel solidaire, mais disent si ça dégrade ma carence, alors je ne pourrai pas le faire. Deuxième élément, le bail réel solidaire, c'est la maîtrise du foncier. On ne doit pas s'y tromper, mais je crois que notre réunion de ce matin en témoigne. Le grand enjeu de notre politique du logement, est bien le foncier. Son coût est devenu exorbitant, empêche d'agir dans bon nombre de nos métropoles, voire de nos territoires, comme cela a été évoqué précédemment. La raréfaction du foncier, avec l'exigence totalement légitime du zéro artificialisation nette, la raréfaction du foncier ne doit pas être opposée à la nécessité de construire. Et pour cela, nous avons besoin d'une grande loi sur le foncier. Bien sûr, elle devrait pouvoir aborder la distinction ancienne et maintes fois rappelée, la distinction entre la plus-value qu'attendent les propriétaires fonciers et la rente. La rente liée à toute forme d'intervention publique, de la loi jusqu'à l'opération d'urbanisme ou à l'opération d'installation de transport en commun. Cette distinction entre plus-value et rente est plus que jamais nécessaire. De la même manière, nous devons inventer une fiscalité freinant la rétention du foncier. Le chantier est probablement d'ailleurs un chantier fiscal, et c'est en cela qu'il convient de mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes, collectivités, bien sûr État, mais aussi promoteurs et différents acteurs de la fabrique de nos territoires. Dès lors, et le bail réel solidaire nous a permis de faire des progrès considérables en la matière, il faut probablement prolonger ce que nous a permis de faire le bail réel solidaire, que nous a-t-il permis de faire depuis 10 ans, eh bien, une révolution intellectuelle. Par le fait de découpler le foncier comme propriété de la collectivité, propriété des pouvoirs publics, et l'habitat ou le bâti comme propriété individuelle, eh bien, en fait, le bail réel solidaire porte en lui l'idée que le foncier est un bien commun. Et je ne veux pas utiliser un terme grandiloquent ou surplombant, mais de fait, nous avons commencé à opérer dans notre pays si attaché à la propriété foncière, à opérer un tournant à bas bruit, je dirais, mais un tournant qui est extrêmement important. Bien sûr, cela suppose que les collectivités puissent jouer le rôle de régulatrice en la matière, car si le bail réel solidaire nourrissait une nouvelle concurrence sur nos territoires, nous aurions, je crois, tout perdu. Mais oui, à l'heure où la liberté de se loger des Françaises et des Français est menacée, la propriété, pensée comme un bloc, ne doit plus s'opposer à la liberté de se loger. Et c'est sur ce point-là que le bail réel solidaire
doit encore inventer de nouveaux usages. Enfin, le bail réel solidaire, c'est le temps long. C'est le temps long, parce que rappelons-le, peut-être que c'est encore trop méconnu, le bail réel solidaire n'est pas un simple bail amphithéotique. Ça n'est pas simplement un bail de 99 ans, parce qu'il faut y ajouter tout de suite l'expression qui lui est attachée, c'est un bail rechargeable de 99 ans à chaque nouvel acquéreur. Donc nous touchons le temps long, le temps très long. Aujourd'hui, je suis propriétaire d'un bail, je suis titulaire d'un bail réel solidaire, je cède mon bien, le nouvel acquéreur va recharger pour 99 ans. Donc vous voyez à quel point nous touchons le temps extrêmement long. Et cela, nous n'en avons pas encore exploré toutes les conséquences. Mais par ailleurs, en lien avec ce temps long, c'est la sécurité du logement, le bail réel solidaire. Nous devons pour cela convaincre les banques de s'engager, parce que nous avons encore la nécessité, aux côtés probablement des ministres, de devoir consulter les banques et de les inciter à s'engager dans tous les territoires dans le financement des acquéreurs de logements en bail réel solidaire. C'est vrai aussi que nous devons penser le bail réel solidaire comme une sécurité, et je pense à deux types de publics, les jeunes acquéreurs. Je pense à nos enfants qui n'ont pas la chance que nous avons pu avoir, et c'est bien ça quand même un des drames de la crise du logement, et qui ne peuvent pas acquérir comme nous avons pu peut-être avoir l'opportunité de le faire il y a 20 ans, 30 ans. Et nos enfants sont donc dans cette situation extrêmement complexe. C'est peut-être la première, ça peut être la première étape d'un parcours résidentiel. Mais je pense aussi aux personnes approchant la retraite, qui savent que leur revenu va baisser et qui sont aujourd'hui locataires et qui ont besoin d'une sécurité. Le bail réel solidaire peut répondre à cette question. Mais le temps long, c'est aussi celui qui nous permet de lutter contre la gentrification, qui mine une partie de nos grandes villes. Et bien sûr que le logement social y répond. Mais vous voyez qu'avec le bail réel solidaire, si nous trouvons la manière d'en placer dans l'ensemble de nos territoires urbains, je sais aujourd'hui que nous avons un défi de le placer notamment dans les quartiers populaires où le prix du foncier, paradoxalement, est trop bas pour que le bail réel solidaire soit intéressant. Et donc, nous devons trouver des manières de mettre en place du bail réel solidaire dans une partie de ces quartiers où le foncier est détendu, pour que demain, lorsqu'il sera malheureusement rattrapé par le marché, ce foncier, eh bien, nous ayons ces plots qui assureront du logement abordable sur le temps très long. C'est ce que nous devons trouver. Pour le dire de manière plus synthétique, je crois que nous sommes encore à la croisée des chemins sur le bail réel solidaire et que nous avons encore des obstacles à lever. Nos propositions sont claires. D'abord, la loi SRU et son décompte, tel que je vous l'ai dit, dès lors que la part de PLAI est atteinte, ne pas entraver la production de BRS. C'est un élément essentiel. Deuxièmement, la mise en place d'un prêt à taux zéro BRS. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui nous avons ce prêt à taux zéro pour l'acquisition, la première acquisition, nous n'avons pas encore, il faut être honnête, résolu ou complètement sécurisé les deuxièmes acquisitions, les troisièmes acquisitions, les acquisitions de deuxième ou troisième génération. Nous ne savons pas encore comment le BRS va s'installer pour les deuxième et troisième générations. Et c'est pour cela que Foncier Solidaire France dit très clairement, les acquéreurs qui vont acquérir un bail réel solidaire déjà détenu par un premier acquéreur devront bénéficier des mêmes avantages, et notamment du prêt à taux zéro, pour pouvoir financer cette deuxième acquisition. Et troisième élément, la reconnaissance des organismes de foncier solidaire qui font œuvre d'intérêt général, qui sont financés publiquement. La reconnaissance des organismes de foncier solidaire en tant qu'opérateurs de services publics. Ils doivent absolument rejoindre les bailleurs sociaux dans la famille SIEG. Et ils ne doivent plus être soumis à l'impôt sur les sociétés. Si aujourd'hui c'est assez invisible, puisque les OFS sont au début de leur histoire, dès lors que l'activité va devenir très soutenue, cette taxation de l'impôt sur les sociétés sera un obstacle et une entrave au développement du bail réel solidaire. Donc nous devons encore inventer de nouveaux usages.
Nous attendons davantage du gouvernement. Les propositions qui avaient été émises dans le cadre du CNR Logement sont restées lettres mortes. Nous ne pouvons pas perdre plus de temps sur la rénovation énergétique. Dès 2025, le nombre de logements potentiellement vacants va augmenter dans notre pays. Et nous avions fait une proposition dans le CNR Logement. C'est notamment l'acquisition des passoires énergétiques en bail réel solidaire via un nouveau type, notamment d'organismes de foncier solidaire associant les fonds de l'État, des collectivités et évidemment de l'ANA. Voilà ce sur quoi nous devons travailler. Nos rencontres de Lyon, qui ont été les dernières rencontres nationales, ont été un franc succès, plus de 400 participants. Elles sont en fait la preuve que le bail réel solidaire est bien vu comme une solution. C'est maintenant aux législateurs, je me permets de renvoyer la balle, de lever ces incertitudes qui pourraient, je le crains, entraver le développement de cet outil considérable dont nous n'avons pas encore mesuré toute la portée politique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'était très clair. Le message est bien reçu. Donc, je laisse la parole à mes collègues pour qu'elles puissent réagir à ces propos déjà très détaillés, très précis des uns et des autres. Qui veut commencer? Viviane? Merci beaucoup, Madame et Messieurs, pour vos interventions très intéressantes. C'est vrai que c'est un volet, à mon avis, très très important de la crise du logement actuelle. C'est vrai que le coût du logement, on voit bien que c'est le coût du foncier qui est le plus, qui pèse le plus dans l'achat pour les ménages. Moi, j'avais une question sur les EPF. À quelle échelle vous voyez le déploiement des EPF locaux? Est-ce que c'est plutôt à une échelle départementale, ou est-ce qu'il faut être au plus près, ou une échelle interdépartementale entre plusieurs départements? Je vais poser toutes les questions et puis après comme ça vous répondrez. Et j'en avais une autre sur le vous avez parlé aussi que le BRS n'était pas forcément dans l'esprit des encore passé dans l'esprit. C'est vrai qu'on est très attaché aux droits de propriété, y compris sur la terre. La terre est d'une importance fondamentale pour nos concitoyens. On a toujours cet esprit, dans le bon sens du terme, et paysan qui est là et qui fait ça. Moi, j'entends ce que vous dites, que le BRS peut être un premier pas vers l'achat vers un parcours résidentiel, vers une pleine propriété suivante dans un temps. Est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'on voit, est-ce que vous avez des éléments sur le fait que ce premier pas vers l'accession à la propriété marche bien et permet d'avoir des fonds supplémentaires pour aller vers de la pleine propriété? Voilà. Et puis sur les questions d'urbanisme, est-ce que les agences d'urbanisme, vous êtes bien impliqués dans tout ce processus d'aménagement, particulièrement sur la question du ZAN et de la rareté du foncier? Est-ce qui commence à devenir là, ou que les gens craignent et qui commence? Alors, le problème, c'est que c'est pas encore vraiment passé, pas encore mis en œuvre dans les SCOT, dans les PLUI, et que au niveau régional, les conférences du ZAN commence à travailler, mais on voit déjà que ça entraîne de la spéculation foncière sur les territoires. Voilà, si vous voulez bien répondre à ces premières questions. Alors, à quelle échelle un EPFL? Vous savez, la volonté politique, là où la volonté politique est puissante, l'échelle, elle peut être à l'échelle d'une agglo. C'est ce qu'on peut constater. Là où il y a une volonté politique puissante d'armer la politique du logement et la maîtrise du foncier dans le cadre d'un vrai projet de sobriété, on est capable de lever, au même titre qu'on le fait pour la GEMAPI, on est capable de lever jusqu'à 40 € par habitant. Si la collectivité a une ambition et relève que la politique du logement ou de la maîtrise du foncier est majeure, elle se donnera les moyens de lever une taxe. Donc, très objectivement, le premier point, c'est quels moyens financiers on est capable de lever pour être actif, pour faire face aux enjeux du foncier. On ne peut pas dire d'un côté le foncier est cher, derrière, ne perdons pas de vue qu'il faut être en capacité d'aller convaincre les banques de vous faire un prêt à long terme. Donc ça veut dire aussi qu'il faut faire un effort financier conséquent. Ne faisons pas rêver qui que ce soit.
On est parti à l'échelle de l'expérience d'un EPF départemental, mobilisation de 2 agglos, Besançon, Montbéliard, et puis le département, dans le cadre d'un intérêt service général, public, mobilisation du foncier au service des collectivités, etc. Tout usage, collège, infrastructure, services publics, routes, etc. Une maîtrise du foncier très généraliste. Ça marchait très bien. Et puis, on a eu une époque où il y avait la volonté d'étendre les EPF d'État avec une gouvernance qui n'est tout sauf la volonté des collectivités publiques. C'est un arrêté préfectoral qui décide sur un territoire, on prélève la TSE et on décide, je pense que dans le sud, vous êtes dans cet espace-là. Par contre, lorsque je discute avec mes collègues maires de petits hameaux, de petites villes ou petites communes, tu connais ton EPF? Ah non, jamais vu. Jamais vu, mais c'est pas, j'en veux pas l'EPF d'État. Ils ont des missions, ils ont un système de fonctionnement, c'est pas opposé du tout. Par contre, dans un périmètre, il peut y avoir la volonté d'un EPF local plus dynamique, avec des portages beaucoup plus longs, parce que quand on évoque avec le président Renaud Père la volonté de développer les offices fonciers solidaires et le BRS, c'est sûr qu'on est sur le temps long. Donc le temps long, ça veut dire des portages longs. Aujourd'hui, les opérateurs, qu'ils soient privés, publics, ont besoin de temps long par rapport au foncier. Cela veut dire qu'il faut qu'on ait un portage, une structure telle qu'un EPF, ou EPF d'État, qui porte long. Donc là aussi, ça s'interroge. Parce que quand l'État et la CDC demandent un retour très rapide dans un EPF d'État à moins de 5 ans ou à 5 ans, vous imaginez bien que ce n'est pas un temps long. Entre la décision de l'élu que vous êtes et la production, la mobilisation de toute l'ingénierie, la vision spatiale avec la mobilisation de toutes les agences et autres, en 5 ans, même en mobilisant, en étant très énergique, on voit bien qu'on n'arrive pas à finaliser le projet. Donc il faut du temps long. Ça, c'est la première des choses. Nous, on est sur un portage aujourd'hui à 14 ans. Et on nous demande parfois à 18 ans. Portage. Donc on mobilise la TSE pour un temps long. C'est pour ça que je vous invite à être très attentive sur la TSE nécessaire pour le temps long. Et aussi, dans un monde où les banques se tendent, il faut aussi qu'on ait la capacité, nous les collectivités, à être crédibles sur le temps long. Ça veut dire une TSE qui soit dynamique et qui soit aussi en capacité de séduire les banquiers pour venir aussi nous épauler sur ce qui est notre métier, cœur de métier, mobiliser le foncier, l'aménager, c'est-à-dire pas l'aménager, le dépolluer, le déconstruire et le faire du proto-aménagement. Après, c'est des métiers, c'est l'expertise des EPL, c'est l'expertise des syndicats, des sociétés économiques, c'est les privés et c'est la volonté des élus locaux de choisir les promoteurs qu'ils souhaitent. Ça, c'est une autre chose. Donc, je n'ai pas répondu à votre question. Par contre, la tentation, j'ai pu voir, j'étais au congrès de l'ARF, les EPF, ce doit être la région. Écoutez, je viens d'une région Bourgogne-Franche-Comté où M. Rebsaben demande à ce qu'on coupe d'ores et déjà, la région Bourgogne et Franche-Comté. Ça n'a pas pris, ça ne marche pas, c'est un constat amer. Voilà. Parce que ce n'est pas les mêmes cultures, c'est des mondes qui ne se rencontrent pas, ce n'est pas le lieu, vous allez me dire, ce n'est pas l'objet, mais je vous le dis. Donc vous voyez, moi j'ai un EPF où je parle aux Bourguignons, c'est la solidarité. En plus, j'attire votre attention, un EPF, à mon échelle, c'est une solidarité de la ville vers le rural. On n'en parle jamais. Mais la fiscalité que je prélève sur les entreprises, sur la ville, où il y a une densité d'habitants, me permet de faire du développement de la ruralité. C'est écrit nulle part, mais moi je le dis. Je suis un élu rural. Je suis dans un vice-président à l'aménagement du territoire dans mon département, qui est plutôt industrieux avec Peugeot et avec l'horlogerie, mais voilà, c'est aussi une image qu'il faut avoir en tête. Et l'EPF, elle, est vraiment un outil de redistribution, et ça doit être séduire les élus ruraux qui sont frileux, dire il ne faut pas avoir peur de la ville, parce que l'innovation, elle passera aussi par là. La ville ne peut pas tout. Et quand on évoque les métropoles, les populations ont besoin aussi de la ruralité demain. La ruralité, pour moi, c'est un avenir pour demain. Et ça veut dire que dans la ruralité, on traverse des villages abandonnés.
Il nous faut remobiliser le foncier construit pour des familles, pour des hommes, des femmes, des seniors, entre autres, et des jeunes. Donc ça veut dire que le BRS, et je le confirme, le BRS, c'est une mutation intellectuelle qu'il faut faire. On pourrait imaginer de faire une grande promotion de ce qu'est la propriété demain au regard du logement, parce que c'est vrai que c'est confidentiel, c'est des élus qui ont pris ça à bras-le-corps, on voit que c'est innovant, c'est récent, et quand on parle de BRS, moi quand j'en parle d'OFS et de BRS, on me dit mais qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre? Et c'est des élus de grandes villes. Ils n'ont pas envie, de s'investir là-dedans. C'est quoi ce truc? Alors ils ont de temps en temps un collaborateur, un ingénieur qui a travaillé et qui essaie de glisser une petite parole intelligente en disant mais si, on pourrait peut-être. Ça passe pas. Parce que concrètement, c'est peut-être trop tôt. Mais attention de ne pas rater la marche. Attention de ne pas rater la marche parce que ça fait partie des outils qu'il nous faut. Et effectivement, on pourrait être plus agile. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai été pris à partie par des personnes qui considéraient que le logement temporaire proposé pour les jeunes et pour les entreprises, tel que je vous l'ai évoqué en premier, ce n'était pas une piste à explorer parce que on allait vers une sous-qualification de logement. Je peux vous assurer qu'on a des constructeurs aujourd'hui qui font quelque chose de remarquable. C'est très, très qualitatif. Et en plus, on est en zone de montagne. Et ça se passe très bien. Et c'est très bien aménagé autour. Et je peux vous assurer que c'est aussi une piste qu'on n'a pas le droit de ne pas explorer, parce qu'on a des friches. Le temps qu'on les mobilise pour faire du construit durable, long terme, eh bien, on pourrait temporairement les aménager avec ces moyens mobiles qui permettraient de donner des solutions à des familles. Et en plus, souvent, je suis maire d'une commune de 2000 habitants, on voit bien, on a beau construire, donner des permis, on voit qu'on n'augmente pas la population. Et on est face à des situations où les couples se séparent, où il faut faire face à de plus en plus de situations tendues, critiques, et où il faut du logement d'urgence. Et le logement d'urgence passe aussi peut-être par ces modules qui sont très conviviaux. Hein. Je crois qu'il ne faut pas non plus avoir cette vision. Et ça fait partie aussi de nos portages potentiels à avoir demain avec l'ensemble des acteurs du logement. Il ne faut pas l'ignorer parce que je crois que les maires sont souvent confrontés à la notion de logement d'urgence. Moi, j'ai travaillé avec un architecte utopiste, Schuiten, un Belge, qui nous renvoyait à un concept d'architecture avec le mode de la nature. Et je vous assure que Luc Schuiten, c'est assez décoiffant, mais ça permet de nous secouer, nous les élus locaux, en disant, voilà, il faut peut-être aussi être réactif dans le quotidien, dans la proximité et rapidement, et puis pour aller vers d'autres choses innovantes que sont les offices fonciers solidaires et le BRS, qui sont un des outils qu'il nous faut développer, qui peut répondre au logement abordable pour toutes les générations, à condition que ce ne soit pas dévoyé, parce qu'on le voit déjà, vous avez un certain âge, vous avez un beau patrimoine, vous cédez tout votre patrimoine et vous êtes un homme ou une femme d'un âge certain et vous êtes éligible à un BRS parce que vous n'avez plus rien, vous avez tout cédé, votre patrimoine. Je le dis parce que je n'ai pas la langue de bois, mais vous voyez comme quoi on peut dévoyer l'outil et le BRS peut être détourné de l'objet en la matière. Merci. Madame, peut-être par rapport à une question de Viviane, là... Oui, je pense que aussi bien le ZAN que le BRS ou la dissociation de la propriété foncière et bâtie, c'est vraiment un changement culturel et qui implique des changements de modèle économique aussi. En ce qui concerne le ZAN, alors les agences d'urbanisme travaillent beaucoup avec les collectivités locales dans les documents de planification, mais aussi pour montrer qu'on peut avoir une approche opérationnelle de la sobriété foncière, mais que c'est une autre façon de travailler, plus en dentelle, et que ça suppose ce travail de connaissance un peu fine, d'identification du foncier
marché caché et qu'on peut changer de modèle et conjuguer les deux bouts. Et pour revenir sur et on avait plaidé au moment de la loi climat et résilience pour qu'il n'y ait pas qu'une dimension planification quantitative, qui est une dimension contractuelle qui aide le passage à l'opérationnel et qui manque un peu parce que le débat dans les territoires se résume un peu à des débats de chiffres. Donc il faut arriver à en sortir. Et pour la question des OFS et BRS, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Monsieur Père, c'est que c'est une notion de bien commun de rapport au sol. C'est une autre forme de propriété, mais c'est une propriété entière qui est transmissible aussi quand même et qu'il faut certainement accompagner son déploiement. Dans les recommandations qu'on a pu faire dans le travail récent, c'est que les collectivités s'en saisissent plus, notamment entre les différents types d'OFS qui peuvent coexister sur un territoire, que l'outil prenne sa place dans les documents de planification, notamment les PLH, qu'il puisse y avoir l'identification de besoins. Et il y a effectivement un énorme changement culturel à faire auprès des banques pour faire connaître auprès des ménages et certainement l'idée à la fois d'un prêt à taux zéro, BRS, mais aussi d'une campagne de communication, elle est importante parce que c'est pas dans les représentations de la propriété traditionnelle et il y a certainement aussi des choses à travailler sur les différents usages qui peuvent en être faits et notamment l'appui à la transformation des passoires énergétiques. Mais aussi à explorer plutôt que la vente de logements HLM, quelque chose qui permet une maîtrise plutôt qu'une copropriété assez disparate. Voilà, donc il y a plein de pistes d'exploration, certainement qui demandent des formes d'expérimentation, de capitalisation, mais ce sont deux cadres qui vont transformer vraiment de manière assez profonde nos modes de vie et d'aménager ZAN et approche OFS BRS, y compris d'ailleurs sur l'activité aussi peut-être. On parle du BRS. Je m'excuse, on a parlé du BRS puisqu'on focalise sur le logement, mais je pense qu'on a beaucoup de villes, c'est BRI, BRA et BRS qu'il faut avoir en tête parce qu'on ne pourra pas requalifier la ville, les centres-bourgs, sans avoir cette notion de proximité et d'agilité qui permettent de séduire les publics pour une activité au pied de l'immeuble et bien sûr le BRS au-dessus. Je m'excuse. Monsieur le Président Père, vous voulez réagir? Oui, quelques mots simplement. Alors d'abord, un peu rapidement en réaction aux propos antérieurs. Bien sûr, le lien, puisqu'on parlait des EPF, ruralité et métropole, hein, si on pense aux métropoles, n'oublions pas les centres-bourgs aussi environnants qui ne sont pas dans les métropoles. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a aussi, et notamment à l'heure du zéro artificialisation nette, là où il y a déjà de l'artificialisation, voir comment on peut intensifier, mais ça entre là aussi, nous avons encore des modèles à inventer, ça passe peut-être par les EPF, ça passe par bien d'autres actions qui sont des formes de péréquation entre les cœurs, les villes, les territoires, disons, tendus et très urbains et les centres-bourgs. Ça n'exclut absolument pas les propos ça ne remet absolument pas en cause les propos sur la ruralité. Deuxième élément, c'est plutôt une nuance quand même. Bien sûr que, je ne vais pas dire le contraire, nous devons encore parler du BRS, le défendre, mais ne mésestimez pas le mouvement qui est en train de s'opérer au Pays Basque, à Lyon, en partie, même s'il y a encore besoin d'efforts en PACA, il y a encore besoin probablement, mais aussi dans une partie de l'Ain et de la Haute-Savoie, mais je pense aux territoires comme Lyon, Lille, Rennes, Nantes, Paris et la région parisienne.
le BRS s'installe. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous tous et vous toutes pour dire qu'il faut encore faire un effort. D'ailleurs, moi, je l'ai, le propos politique. C'est de dire au Premier ministre que le BRS, c'est l'outil des classes moyennes, qu'il ne faut pas s'y tromper. Beaucoup plus qu'une partie du logement locatif intermédiaire. Et donc, on a là, en plus, aussi le projet d'une sécurité du logement. Donc, je le dis parce que je le dis à partir de mon territoire, mais aussi des autres territoires. Moi, c'est plus de 1500 logements en bail réel solidaire qui ont été engagés depuis 2020. Quand je suis arrivé, le travail était d'abord de se dire comment on en fait à Lyon. Puis, on s'est dit, mais ça ne peut pas être que Lyon. Donc, on va aller voir une partie de l'ouest de la métropole, avec des territoires moins denses. Puis, une partie de l'est, alors qu'on n'imaginait même pas. Puis, une partie des quartiers populaires de Lyon et de la métropole. Et donc, aujourd'hui, je dirais que c'est quasiment l'ensemble de la métropole de Lyon, avec ses 58 communes, qui est concernée. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'abord, et je vais prendre un exemple, ça permet parfois de débloquer, et vous le savez, avec toutes les auditions que vous avez menées, qui permet de débloquer une forme de crainte de la densification ou de l'intensification, c'est-à-dire le maire, à la suite évidemment des propos de ses habitants, qui dit je ne vais pas construire. Le BRS, parfois c'est ce fameux levier, cette fameuse étincelle qui permet de déclencher l'opération. Pourquoi? Parce que c'est à l'image de la maire de Dardilly, dans l'ouest de la métropole de Lyon, qui va dire en fait, moi, je suis interpellé sur le marché ou dans la rue par un jeune, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui dit mais moi, j'ai envie de rester à Dardilly, je suis attaché à ma commune. Mais je ne peux pas acquérir, surtout pas dans l'ouest lyonnais où le coût a explosé. Et par le bail réel solidaire, il va y avoir la première opération, si je cite cette commune, c'est que nous allons inaugurer cette année les premières réalisations. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, puis après je vous prendrai un dernier exemple très concret. Le deuxième élément, c'est que oui, nous avons à travailler sur les personnes qui passent à la retraite. Ça, je pense que nous avons un gros travail à faire. Nous ne pouvons pas agir seuls, collectivité. Moi, je le dis d'autant plus que ma collectivité, elle a mis 40 millions dans son organisme de foncier solidaire. Donc, elle investit réellement. Mais il y a un moment, quand une personne qui passe à la retraite va dire « mais moi, j'ai toujours été locataire, je crains pour ma sécurité de rester locataire au moment où mes revenus baissent, parce que je ne sais pas ce qui va se passer du côté de mes charges, voire du loyer, même si on a l'encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne. Mais cette personne, il faut qu'elle soit en capacité, compte tenu de toutes les garanties que nous apportons au BRS en tant que collectivité territoriale et que tous les organismes de foncier solidaire apportent, cette personne, elle doit être capable d'emprunter. C'est un discours que nous devons porter, celui de la sécurité du logement, et le BRS, c'est une sécurité du logement. Alors après, pour répondre à votre question, je n'ai pas encore la réponse, pour être tout à fait clair, parce que de la question du parcours résidentiel que vous avez posé. Pourquoi? Parce que si j'ai les premiers acquéreurs, je n'ai pas encore le recul pour voir comment en deuxième acquisition, voir comment ces premiers acquéreurs vont vers d'autres biens. Je pense aux jeunes. Et c'est vrai que ce sera une question qu'il faudra suivre et regarder s'ils se portent vers d'autres types de biens après. Et si le parcours résidentiel fonctionne et si le BRS a permis finalement ce parcours résidentiel. Donc, je n'ai pas la réponse. Ce qui vous montre une des limites actuelles, c'est que nous n'avons pas encore totalement le recul pour comprendre et la sécurité pour assurer ces deuxième et troisième acquisitions et donc ces suites. Mais par contre, j'ai des bons espoirs. Je vois d'abord, comment cela fonctionne sur le territoire de la métropole de Lyon, mais encore une fois, je le prends parce que c'est celui que je connais le moins mal, mais c'est vrai dans bien d'autres territoires. Nous travaillons avec tout le monde. Le BRS, nous en produisons parfois à partir du foncier métropolitain ou un peu moins municipal, mais métropolitain, et c'est ce que nous avons fait dans une très belle réalisation sur le plateau de la Croix-Rousse. Mais beaucoup sont faits à partir notamment de l'action des promoteurs. Et là aussi, quelle victoire! Je veux dire, en quelques mois, depuis le début du mandat, dans les premiers mois, enfin, la première année, la FPI locale
a compris l'intérêt du BRS. Et donc, nous en produisons via nos servitudes de mixité sociale, via nos outils du PLUH, via nos opérations en diffus, puis encore plus aujourd'hui, où la production est ralentie et où je l'ai introduit dans notre plan d'urgence métropolitain pour relancer la construction. Donc, ça marche pour tout le monde. Tout le monde le défend à Lyon, je pense. En tout cas, les principaux acteurs du logement. Et puis, je dirais que je vois bien à qui cela répond. Et si je vous prends la commercialisation, parce qu'il s'agit bien de commercialisation, il faut le rappeler, la commercialisation de l'opération qui a été faite sur le plateau de la Croix-Rousse à partir d'un foncier métropolitain, eh bien, je trouve, bien sûr que nous avions mis des cibles, eh bien, que nous trouvons notamment des jeunes, des personnes issues du parc social, des personnes demandeuses, dans l'attente d'un logement social. C'est aussi ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et puis, parce que j'y tiens beaucoup, notamment dans nos territoires tendus, les familles monoparentales. Et c'est là que je nuancerai juste un point. Dans le principe du BRS, il y avait l'idée qu'on ne pouvait pas être propriétaire d'un bien précédent. Mais pensez aux familles monoparentales, et notamment aux femmes, qui ont pu être propriétaires en couple d'un bien, puis au moment de la séparation, se trouvent dans une situation économique beaucoup plus précaire. Leur opposer le principe qu'elles ont été propriétaires, je suis désolé, je pointe vraiment plutôt du côté des femmes, mais c'est quand même plutôt très majoritairement la situation des familles monoparentales en précarité ou en situation complexe. Eh bien, leur opposer qu'elles ont été propriétaires, finalement, n'est pas juste et pourrait leur empêcher d'acquérir un bien en bail réel solidaire, ce qui me semblerait être une mesure totalement injuste. Donc je pense que là aussi, il faut de la nuance et il faut regarder au plus près ce que nous sommes possible de débloquer, encore une fois, pour développer cet outil qui doit rester un outil à visée sociale et notamment appartenant à la grande famille du logement social. Merci beaucoup. Je vais être obligée de vous quitter. Je vais laisser Amel Gacquer et Viviane terminer l'audition. En tout cas, pour ma part, je vous remercie de ces échanges qui ont été ô combien intéressants et j'espère qu'on pourra retirer une partie de ce que vous nous avez dit à travers les lois à venir et les évolutions à venir. Amel, je te laisse la parole. Merci. Merci Madame la Présidente. Évidemment, la maîtrise du foncier est un enjeu majeur et forcément se pose la question de la gouvernance en fait de la maîtrise du foncier aujourd'hui. Est-ce que, face en tout cas à la multiplication des acteurs qui agissent sur ce sujet, est-ce qu'à aujourd'hui vous estimez que justement il y a une réflexion à mener à ce niveau-là, notamment bien sûr en lien avec les collectivités territoriales, évidemment. Ça, c'est ma première question. La deuxième, qui concerne ce qui se passe aujourd'hui dans les territoires. Qui dit stratégie foncière, dit choix. Choix avec parfois, et pourtant c'est pas le cas, mais c'est présenté comme cela, des conflits, j'ai envie de dire, ou sur le foncier, une concurrence plutôt sur le foncier, notamment sur les différents usages qui peuvent être évoqués, aussi bien en termes de logement que d'infrastructures. Comment aujourd'hui vous abordez en fait ces différents sujets qui sont des sujets très concrets au sein des EPCI, notamment dans le cadre de l'objectif ZAN, c'est un vrai sujet. Et puis, je reviens aussi sur ce que vous avez évoqué, Madame, concernant l'observation, la nécessité d'une observation fine sur justement ce qui doit accompagner la définition de nos politiques publiques. Évidemment, oui, mais peut-être avec un changement de paradigme. Et là, je me rends compte, et je pense qu'on l'a vécu au travers des différentes auditions dans le cadre de cette mission d'information, elle se fait souvent sous le prisme de l'offre et pas forcément sous celui de la demande. Et la demande en fonction des territoires, des besoins dans les territoires. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Alpi, résonne aussi sur ce sujet-là. Donc, comment aussi abordez-vous peut-être au sein de l'OLA, mais pas que, ces outils qui nous permettraient en effet de pouvoir apporter des réponses pertinentes, encore une fois, axées non pas seulement sur l'offre, mais véritablement aussi sur la demande. Je vous remercie. Qui veut commencer? Monsieur Alpi? Oui, alors concernant la gouvernance, ce qui est désolant par rapport à l'approche logement et maîtrise du foncier, alors c'est vrai que le ZAN a au moins le mérite
de créer du débat sur le territoire et puis faire tomber quelques petits murs, parce qu'on voit bien que ce qui a été produit et l'hectare rural fait débat et oppose, mais au moins il a le mérite de faire débat. Il a le mérite de faire débat et de se dire, finalement, en la matière, on a vu trop longtemps, et il n'y a pas opposé ville-campagne, c'est pas du tout ça l'objet de mon propos, mais on a trop souvent vu des espaces d'activité commerciaux se développer de façon non respectueuse de la notion de sobriété foncière, facile. En plus, moi qui suis agriculteur, on a toujours pris les meilleures terres, on n'est jamais allé taper dans le talus, dans le coteau, là où c'était un peu plus complexe à aménager. L'observateur que je suis, puisque on traverse la Suisse très rapidement, j'y suis adossé, on voit qu'ils sont très sobres sur l'usage du foncier et ils construisent de façon verticale ce qu'on ne sait pas faire chez nous. La voiture en parking souterrain et le commerce ou l'habitat dessus. Et en étant tellement sobres qu'ils utilisent nos matériaux puisqu'ils viennent nous prélever nos matériaux côté France. C'est pour vous dire que la sobriété, ils la poussent à l'extrême en la matière. Mais on devrait peut-être s'inspirer aussi de ce qui est fait de leur côté, parce que c'est vrai que la gouvernance, elle est très hétérogène selon que vous êtes... alors je ne vais pas parler pour les métropoles, je ne vais pas parler pour les agglos, mais j'observe à l'échelle d'un département la notion du foncier et l'approche de la gouvernance, je dirais qu'il n'y en a pas. C'est tellement... ça tient aux politiques qui a l'ambition de porter cette volonté. Et là où c'est porté, animé, accompagné intellectuellement, on le voit, les territoires qui font appel aux agences d'urbanisme, qui travaillent sur une pensée d'aménagement, on voit ce qu'ils sont capables de produire, on voit ce qu'ils sont capables de poser l'usine intelligente au cœur du territoire, ils sont capables de construire une urbanisation avec de l'habitat, du service. On le voit, ça, on l'observe. Donc ça veut dire qu'en termes de gouvernance par rapport au foncier, on a encore beaucoup à faire. On pense qu'on a, au travers de toute la planification, on a l'alpha et l'oméga. Non, il y a une carence de la pensée politique par rapport à la production du logement véritablement assumé et du logement dans toute sa dimension. Moi, c'est une observation gratuite, vous allez dire, mais c'est quand même une observation qui est assez concrète. Et puis, il y a une chose qu'on a complètement occultée, c'est quand même la sphère privée du petit porteur, citoyen, qui a un bien et qui ne veut plus le mettre en location. Moi, c'est ce que j'observe, parce qu'il ne se sent plus protégé. Il a eu 2-3 situations très critiques et il ne veut plus mettre son bien en location, parce qu'on parle du BRS, on parle de l'accès au logement, mais on voit aussi la mobilité de nos concitoyens. Il y a besoin de mobilité, il y a besoin d'avoir accès à du logement abordable et qualitatif. On a encore de nos concitoyens qui investissent à titre privé pour faire leur patrimoine. À des moments de crise, ils ont encore confiance dans la pierre, mais sincèrement, ce qu'on entend, moi c'est le maire et l'élu départemental qui l'entend, sincèrement, il y a besoin de revoir, de revisiter la sécurité du propriétaire par rapport je dirais, au bien dont il est gestionnaire, et il ne peut pas tout. Il ne peut pas tout, et c'est vrai que, certes, il faut protéger le locataire, il y a des droits pour le locataire, mais il y a aussi des droits qu'il faut conforter pour le propriétaire dans la sécurité de la mise à disposition du résidentiel. Et ça, c'est dans le non-dit, mais quand je constate dans ma collectivité le nombre de propriétaires qui ne veulent plus le mettre à disposition pour des questions d'insécurité, non-paiement, dégradation, etc., et que ça se termine mal, franchement, ça c'est aussi un point qu'il faut lever. Il y a un vrai travail sur ce volet-là. Il ne faut pas le taire,
parce qu'on peut chercher des choses très loin, mais je pense que c'est quand même fondamental sur un aspect qu'il ne faut pas le mettre sous le tapis. On a trop tendance à le mettre sous le tapis parce qu'on ne veut pas opposer le droit du locataire au droit du propriétaire. Mais il y a les deux qu'il faut privilégier et il faut vraiment faire un travail de fond sur ce volet-là. Alors je sais qu'il y a des systèmes de sécurité assurantielle qui peuvent être souscrits, etc. Peut-être que c'est une des solutions pour séduire à nouveau ces propriétaires isolés dans leur parcours et les accompagner, leur redonner la confiance dans la démarche de mettre en circuit leur patrimoine. Moi, quand je vois les dernières constructions qui ont été faites neuves chez nous, en limite frontière suisse, c'est tout du Airbnb. Ça en dit long. On construit des écoles, des services publics, et puis ça échappe. On pensait que c'était des familles qui allaient se fixer. Non, ce sont des propriétaires, ils ont construit. Et ils font tourner très très vite ces logements. Pour des gens qui travaillent aussi, hein, pour des gens qui travaillent, mais qui sont en mobilité accélérée. Et c'est une réalité qu'on voit sur les territoires de plus en plus. Donc ça interroge aussi. Ça interroge aussi. Et quand vous leur demandez, mais pourquoi vous faites ça? Bah écoute, c'est du business, c'est une sécurité, parce que là, on est sûr, en 3 jours, 5 jours, 10 jours, 15 jours, 1 mois, on a vu et ça passe. Donc là aussi, il y a une agilité du propriétaire à travailler d'autres pistes. Ils vont plus vite que nous. Merci. Madame. Sur la question de la gouvernance, sur la gouvernance du logement abordable, il y a certainement un gros enjeu dans la future loi sur le renforcement des AOH et des autorités organisatrices qui soient assez robustes aussi pour aborder toutes les questions dans toutes leurs dimensions, notamment production, mais aussi les enjeux de transition énergétique. On voit bien que c'est très lié, par exemple, sur la transformation des parcs. Alors, je sais que nos voisins de France urbaine aussi plaident pour une autorité organisatrice des transitions sociales et écologiques, enfin cette dimension très intégrée qui est quand même nécessaire, avec quand même un enjeu aussi qui est un rôle de l'État pour garantir une équité du financement, du logement, de sa production, qui va être un exercice sans doute difficile pour vous, parlementaires. Et la stratégie foncière, j'ai l'impression qu'elle est vraiment multiniveau, avec un enjeu de dialogue territorial à l'échelle des intercommunalités, mais avec une implication très fine quand même des communes, un rôle des régions et la nécessité du coup aussi de se retrouver avec une ingénierie mutualisée qui permettent les débats. Enfin, c'est le cas des agences d'urbanisme, c'est le cas des EPF où il y a débat sur les priorités, ces échanges entre monde de l'urbain, du périurbain et du rural. Sur la question des concurrences, alors ça, nous le voyons très fortement quand même entre les concurrences d'affectation des sols, entre l'habitat, la réindustrialisation et aussi les ENR. Donc là aussi, c'est du débat démocratique et qui doit être éclairé. Par exemple, beaucoup de communes ont été un peu perdues par la demande des... je vais pas dire l'acronyme, des zones pour les énergies renouvelables. Et c'est pris de manière quand même encore assez en silo. Donc le foncier est aussi une occasion d'approche holistique. Et puis sur l'observation, effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup d'observations qui se fait sur l'offre. Il faut la faire sur la demande, c'est-à-dire sur les trajectoires résidentielles des ménages, mais aussi sur leurs besoins spécifiques. Monsieur Perle l'a dit...
en particulier sur la question, par exemple, du logement des jeunes et des étudiants, sur le vieillissement avec des logements inadaptés ou plus ou moins adaptés, ou qu'il faut adapter au vieillissement. Donc, il y a aussi toute la dimension adaptation du logement abordable aux âges de la vie et comment on passe de l'un à l'autre, dans quel parcours. Et c'est vrai que c'est du qualitatif. Et puis, il faut aussi avoir une approche des coûts, des marchés. Si on veut prendre des décisions un peu éclairées de politique publique, il faut connaître les dynamiques de marché, leurs tensions, pour pouvoir conduire des stratégies foncières. Et tout ça suppose effectivement une ingénierie territoriale un petit peu robuste. Merci beaucoup, Monsieur Père. Oui, je vais plutôt réagir sur gouvernance, si vous le voulez bien. Alors, plusieurs idées, j'aimerais pas qu'elles soient trop décousues. Peut-être que le point de départ, c'est de dire que, à l'échelle de certains de nos territoires, nous mesurons bien tous les enjeux fonciers. Je veux dire, nous sommes aujourd'hui engagés côté métropole de Lyon dans 2 dispositifs qui sont quand même extrêmement importants. D'abord, une modification numéro 4 de notre plan local d'urbanisme et de l'habitat, le PLUH. Et oui, nous regardons à la fois, bien sûr, la question de la rétrocession et de la préservation d'un certain nombre de nos fonciers, des fonciers de la métropole, et donc pour préserver effectivement, notamment éviter l'artificialisation. Mais en faisant cela, et je peux vous dire que c'est aussi tout ce que nous menons collégialement, nous définissons une forme d'intensification d'un certain nombre de nos territoires, le long des lignes fortes, et on pose la question de la hauteur. Bon, bref. Donc, à l'échelle, évidemment, d'un premier outil qui est le PLUH, il y a déjà cette question de conscience de là où on va finalement dire, bah, là, on va intensifier, et là, par contre, on va préserver, ce qui inéluctablement posera la question, comme le ZAN, la question de la valeur du foncier. C'est là où ce débat ne pourra pas être retardé plus longtemps. Bon. Et deuxième chantier dans lequel nous sommes engagés, le SCOT. Et donc, qui nous sort de notre métropole seul, et donc qui nous fait discuter avec les territoires environnants. C'est là où je me dis que un des éléments que nous devrions tester, probablement d'abord par expérimentation, parce que je crois qu'il faut aussi être prudent. Une fois de plus, il y a peut-être une dizaine d'années, enfin même pas, nous n'étions pas dans les problématiques que nous connaissons aujourd'hui. Donc, je crois qu'il faut aussi avancer avec prudence. Mais à l'image des autorités organisatrices de la mobilité, qui ne raisonnent pas simplement à l'échelle d'une collectivité territoriale, une autorité organisatrice de l'habitat devrait, le jour où on lui donnera une consistance, parce que quand même pour le moment, on n'y est pas, devrait être pilote en partie avec des outils divers, mais chef de file, j'ai envie de dire, plutôt que pilote, de la politique du foncier. Et donc, c'est ce point-là qui est important. Mais ça veut dire quoi, être pilote de la politique du foncier? Ça veut dire, d'abord, écouter tout le monde. Moi, dans la contribution que je vous ai envoyée à l'issue de mon intervention de l'autre jour, oui, je pense qu'il faut créer un paritarisme territorial, voire métropolitain, voire à l'échelle de l'autorité organisatrice de l'habitat. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une partie des recettes de la politique de l'habitat devrait reposer sur une forme de prélèvement, mais à condition d'associer les entreprises, les employeurs et les représentants des salariés autour des grandes cibles de la politique de l'habitat, voire de la politique du foncier. Donc, premier élément, il faut écouter tout le monde. Et deuxième élément, il nous faut des recettes, effectivement, nouvelles. Je le dis d'autant plus que sur mon territoire, et là vraiment je quitte la casquette de Foncier Solidaire France, sur mon territoire, nous avons mis en place une politique de préemption qui est en moyenne depuis 2021 de 40 millions d'euros annuels pour pouvoir préempter des immeubles et faire du logement social abordable, voire du BRS, dans l'ensemble enfin, dans le cœur, notamment dans la partie la plus tendue. Bon. Mais ça, on peut faire beaucoup plus.
Il ne suffit pas de sauter un peu sur sa chaise et dire on veut donner seconde vie, on veut développer un programme seconde vie, on veut refaire la ville sur elle-même. Il faut commencer à se dire comment on la finance, cela, avec toutes les questions qu'on devra poser, notamment la question de l'évaluation des domaines lorsque nous avons un usage prévu d'intérêt général, notamment pour le logement social. On ne peut pas être prisonnier non plus des prix du marché. Et puis, évidemment, une fiscalité qui devra être peut-être d'abord expérimentale, mais qui devra répondre à deux choses: renforcer les collectivités territoriales, mais bien sûr, d'abord et avant tout, réguler les prix du foncier. Donc, je crois que c'est la bonne échelle, à condition qu'on sorte simplement, mais avec toutes les conditions nécessaires, de la seule frontière administrative d'une collectivité territoriale. Ça rejoint les débats que nous avons ce matin. Et donc, à l'image des autorités organisatrices de mobilité, de se dire, eh bien, dans des logiques de péréquation des financements, nous sommes aussi capables de dialoguer avec les centres-bourgs environnants pour avoir une politique foncière et d'habitat plus équilibrée et aussi, je dirais, d'une certaine manière, plus vertueuse et moins consommatrice de foncier. Mais enfin, pour conclure sur cette question, je redis un peu avec force, tout en n'ayant pas la solution, hein, parce que j'aimerais bien l'avoir. Et je lis tous les débats que nous avons aujourd'hui sur le foncier, celles et ceux qui appellent à dire qu'il faut revenir sur une fiscalité des collectivités est liée au foncier qui n'est liée qu'aux transactions, c'est-à-dire une fiscalité liée au flux, mais qu'il faut absolument avoir une fiscalité liée au foncier et au stock. Bon, je lis ça, je trouve que c'est intéressant, mais je n'ai pas la solution. Je pense que le zéro artificialisation nette, c'est la bombe, c'est extrêmement vertueux, je le défends avec force, mais attention d'anticiper l'inégalité territoriale que le zéro artificialisation nette pourrait induire si nous n'avons pas aujourd'hui une loi sur une loi sur le foncier et sur la valeur du foncier. C'est extrêmement important. Si demain, un propriétaire foncier dans un territoire ultra-urbain, ultra-dense, sait que de toute façon son terrain sera forcément constructible et qu'il pourra densifier, et donc il a une valeur considérable, alors que son voisin en milieu périurbain, voire rural, a un foncier qui perd demain toute sa valeur, de fait, on va créer une inégalité. Donc, c'est là que quand il y a cette inégalité pour des raisons vertueuses, il faut réguler. Et c'est donc le rôle précisément des élus, des pouvoirs publics et du législateur. Et ce débat, il est complexe parce qu'il implique le rôle de chacun. Il touche à la propriété foncière et à la propriété privée. Il touche à la fiscalité qu'on ne veut jamais finalement placer toutes et tous sur le haut des dossiers. Mais nous ne pourrons pas l'éviter, sauf à entrer dans une ère d'inégalité majeure. Et je crois que c'est tous les débats que nous avons aujourd'hui. Comment finalement entrer dans cette transition écologique en réduisant le plus possible les inégalités. Merci beaucoup. Écoutez, nous arrivons au terme de cette audition. Nous reste à vous remercier sincèrement pour vos contributions. Madame la Présidente l'a précisé. Rendez-vous le 30 avril pour la présentation de nos travaux. Encore merci. Merci.